Voici toutes les bandes coupées au montage. C'est tout ce qu'on n'a pas pu diffuser. Et pourtant, il y a des pépites d'or là-dessus. Tu veux parler de nos tests foireux? Non, les tests foireux ont été gardés. Je parle de toutes ces petites séquences qu'on a dû couper pour d'autres raisons, comme la durée de diffusion, et qui apportaient pourtant beaucoup aux émissions. Ça, c'est un inédit. Faut rester accroché à la planche. Encore un test stupide. Dans cet épisode inédit de Mythbuster, nous vous présentons les chutes. Toutes ces séquences que nous voulions vous montrer, On vient de soigner mon mal de dos chronique. mais que nous avons dû couper au montage. La fraude dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, nous les diffusons avant de détruire les bandes. Mais qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Je suis bien là-dedans, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Bon, on commence par quoi? Voici la parfaite illustration d'une expérience dont le contrôle nous a en partie échappé. Nous tournions dans une réserve naturelle, nous étions accompagnés d'experts qui devaient veiller à ce que nous ne perturbions pas la flore et la faune locale, mais un animal sauvage est venu nous chercher des noises. Tu fais allusion au sauvetage ping-pong? Absolument. Lors du sauvetage ping-pong, le défi consistait à remonter à la surface un bateau échoué en mer, en utilisant des milliers de balles de ping-pong. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, il a fallu composer avec un obstacle imprévu que vous n'avez pas vu. Nous sommes sur le point de déverser 60 000 balles de ping-pong dans ce sanctuaire marin. À votre avis, quel scénario catastrophe pourrait provoquer cette expérience? Nous voulons nous assurer qu'aucun animal marin ne risque de les avaler, par exemple. Quelles sont les sanctions pénales pour agression ou blessure à un animal marin? Ce sont des peines très sévères. Faut-il désigner un responsable dans l'équipage? Je ne sais pas, à vous de voir. Après avoir installé une barrière flottante pour retenir les balles et protéger la faune, ils sont passés à l'action. Mais c'était compté sans cet énergumène. Les loutres de mer n'ont visiblement aucun respect pour les expériences des Mythbusters et les biens privés. A-t-elle pris la balle pour de la nourriture ou cherchait-elle seulement à épater la galerie? Ah, elle a une balle. Elle est trop mignonne. Mignonne, voyons, allez dire ça au juge. Dans la baie de Monterey, balle de ping-pong plus loutre égale prison, au moins pour certains membres d'équipage. On devrait tirer les responsables à la courte paille. Blague à part, personne ne voulait blesser cette loutre de mer. La balle était trop grosse pour qu'elle l'avale, mais il ne fallait prendre aucun risque. Équipage à la rescousse. Elle joue. Ces loutres étaient très intelligentes. Elles avaient trouvé non seulement les balles à la surface, mais aussi l'endroit d'où elles venaient, et elles ne voulaient plus partir. Je suis content qu'on n'en ait blessé aucune, car il n'en reste que 2500 sur la surface du globe. C'est une espèce très menacée. Par chance, cette loutre nous a donné l'autorisation de diffuser ces images. Maintenant qu'on a l'autorisation, on peut détruire la bande? Oui, c'est parti. Dans la séquence suivante, nous avions testé l'un des mythes les plus connus et les plus controversés. Mais ces images prouvent que nous avions vu juste. Les Mythbusters ont testé la légende urbaine de l'ouvrier du bâtiment tombé d'un immeuble. Apparemment, il en a réchappé en se cramponnant à une planche de contreplaqué et a atterri sain et sauf quelques étages plus bas. Ce qui était sujet à caution dans cette histoire, c'était la maîtrise de la chute.
L'ouvrier pouvait-il réellement contrôler la descente tout en se tenant à la planche? Pour en avoir le cœur net, les Mythbusters ont installé une tyrolienne et on a vu Adam plonger dans le vide. Je te pète dessus! On dira ce qu'on voudra, mais Christine a purement et simplement refusé de sauter. T'as l'air un peu nerveuse. J'appréhende un peu, oui. Christine devait être la troisième à sauter, mais entre le vent et la taille de la planche... C'est bon pour toi, là? Non, mais j'y vais quand même. Dépêche-toi, Christine. Je vais l'incliner pour tendre le câble, ok? Ok. Bon, tout le monde en place. Quand tu veux. Je ne peux pas. C'est pas grave. Pas de souci. Je ne peux pas. C'est pas grave. Désolée. Christine, c'est pour toi. On enchaîne? Ce qui m'énerve, c'est qu'on se donne à fond physiquement. On paye vraiment de notre personne dans ces émissions. Mais ça n'apparaît presque pas au montage. Comme la fois où Scotty et Tori ont souffert le martyre pour le supplice chinois de la goutte d'eau? Dans l'émission originale, nous avions diffusé 2 expériences de torture par l'eau. Adam a passé la journée confortablement installé sous un robinet jusqu'à ce que sa vessie lâche. Oh là là! C'est pas vrai! La vache! Carrie a été attachée et immobilisée au niveau de la tête. Elle a craqué rapidement. Je veux arrêter. On la détache. Ce n'était pas prévu au départ, mais Scotty a été désigné comme cobaye pour poursuivre l'expérience. On t'installe confortablement. Ça sert fort. Oui? Scotty pouvait interrompre l'expérience à tout moment. Seule sa tête était immobilisée. Elle a tenu bon pendant 1 heure jusqu'à ce que quelqu'un ajoute de la glace. J'ai l'impression qu'on me perfore le crâne. C'est bon, on arrête. On la détache. Puis est venu le tour de Tori. Il a eu droit à la totale, brodequin et eau glacée. Ça ne pouvait pas être pire. On vient de soigner mon mal de dos chronique. Ils ont soigné son dos, mais ils lui ont fait un mal de chien en faisant ruisseler de l'eau glacée sur son front. Ça doit faire mal, ça, non? Oui, tu l'as dit. Mais je pourrais tenir toute la nuit. Je dois filer, mais je te donne 10 $ si tu tiens 90 minutes. Ça marche. Top là. À plus! Et c'est 10 $ de plus les 90 minutes supplémentaires? 90 minutes de plus. Ça roule. 3 heures. D'accord. Top là. Il ne tiendra pas. Tori trouvait le pari intéressant au départ, mais au bout de quelques minutes, comme pour Carrie et Scotty, le supplice est devenu insoutenable. Je n'en peux plus. Je suis gelé et j'ai hyper mal aux épaules. Je vais perdre 15 $. Mais tant pis. Je suis dans un sale état là. Vous pouvez même pas imaginer. J'abandonne. La torture n'est pas une partie de plaisir. C'est atroce. Tu as la cassette où on te voit avec Alice, notre productrice, faire l'expérience enterré vivant? Tiens, la voilà. Vous avez vu Jamie participer à l'expérience enterré vivant. Adieu, monde cruel. Il a été enseveli sous une tonne de terre jusqu'au moment où son cercueil a commencé à s'affaisser. This thing's really starting to creak, and it's feeling like it's changing its shape.
Adam avait tenté l'expérience bien plus tôt. C'est drôle, je me sens soulagé tout à coup. Il voulait tester l'effet de l'enfermement sur le métabolisme. Température 29 degrés. Un infirmier surveillait son rythme cardiaque et son taux d'oxygène. Comment te sens-tu, Adam? Tu n'es pas un peu dans les vapes? Je suis en nage, mais je n'ai pas mal à la tête et je ne ressens pas de difficultés respiratoires. Ça sent le renfermer là-dedans. Il fallait aussi surveiller le taux de dioxyde de carbone à l'intérieur du cercueil avant qu'il ne devienne dangereusement élevé. Adam, on va te sortir maintenant. Le taux de dioxyde de carbone augmente rapidement et l'oxygène diminue. Quand vous voulez. Adam est resté enfermé 47 minutes. Et voilà. La lumière est forte. J'aurais pu tenir encore 20 minutes. En réalité, d'après ses courbes, s'il était resté 20 minutes de plus, Adam aurait sans doute perdu connaissance en raison de l'accumulation du dioxyde de carbone. Ça va. Notre productrice Alice a essayé à son tour et les résultats ont confirmé que 45 minutes est la durée maximale que l'on puisse supporter dans un cercueil. Un conseil? Évitez de boire 5 bouteilles d'eau avant d'entrer là-dedans. Dans l'expérience de la bétonnière, ils ont vérifié la théorie selon laquelle on peut nettoyer la cuve d'un camion toupie à l'aide d'explosifs. Mais la rigueur scientifique voulait qu'ils évaluent aussi la durée d'un nettoyage traditionnel à la main. Et c'est Tori qui s'y est collé. Bon, écoute, tu as été désigné pour prouver qu'il est en fait possible de nettoyer une bétonnière à la main. Quoi? J'ai dû rater une réunion, non? Oui, tu n'étais pas là. Mais ce n'est pas grave. On est tous très fiers de toi et de ton dévouement dans l'équipe. À plus, vieux. Merci. Joli. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi récupère-t-il toujours les meilleurs plans? J'ai dû faire un truc qui ne leur a pas plu, mais je ne vois pas ce que ça peut être. La vache. Oh, la vache. La vache. Ils ne veulent quand même pas que j'enlève tout ça. C'est étroit là-dedans. On dirait une grosse boîte de conserve. Il n'y a rien de plus bruyant et répugnant à faire. À part peut-être isoler l'intérieur d'une maison avec de la laine de verre. Et encore. Je plains les gens qui sont obligés de faire ça pour gagner leur vie. Voilà ce qu'il a enlevé en 1 heure. Tu penses qu'il faut combien de temps pour tout nettoyer? J'en sais rien. Je dirais au moins 1 semaine, voire 1 mois. C'est un travail ingrat. Il est absolument impossible de le faire à la main. Il doit y avoir d'autres solutions pour nettoyer ces engins. Je crois qu'on en a trouvé une. Belle explosion! C'était vraiment dur pour Tori. Passer 1 heure dans la cuve de cette bétonnière pour essayer en vain de la nettoyer. Je peux? Je t'en prie. On passe à quoi maintenant? À la poudre noire. La séquence suivante fait partie de ces coupes au montage qui suppriment des passages entiers du tournage. Tu veux parler de ces séquences tronquées qui font perdre sa cohérence à l'émission et qui font que je reçois des emails de téléspectateurs disant « On n'a rien compris ». Absolument. Lors d'une précédente émission, vous avez pu voir Adam et Jamie chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais ce qu'on ne vous a pas montré, c'est la première idée de Adam. Ça veut dire quoi? Il voulait utiliser un détecteur de métal, mais vu le volume de foin à explorer, il a dû affiner ses recherches.
Je vais fabriquer un tamis avec ce truc, pour essayer de séparer l'aiguille de la paille, si je puis dire. Il s'est donc mis au travail et a confectionné un tamis à foin de son invention. Puis, le tamisage a commencé. Mais un peu plus. Et on jette l'aiguille dedans. L'aiguille était-elle passée au travers? On va vérifier. La voilà. L'aiguille est donc tombée du premier coup. Adam semblait avoir gagné, c'était dans la poche. Quand soudain, un doute l'a effleuré. Mais comment retrouver une aiguille en os, par exemple? Une aiguille en os? Oui. J'en sais rien. Impossible avec le détecteur de métal. Adam a alors eu une idée insensée. Tu veux qu'on te trouve un berger allemand? Pour la flairer? Il nous faut un chien de chasse. Attends, Arrête. c'est une idée géniale. Un chien de chasse, évidemment. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Un chien flairant les eaux. Un tamis à foin et un chien. Mieux valait garder le silence sur cette expérience affligeante. C'est ce que nous avons fait, jusqu'à aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas seulement une étape d'une expérience qui manque. Il arrive qu'une théorie entière soit coupée au montage. Comme la théorie des apprentis Mythbusters, selon laquelle c'était les ondes hertziennes qui faisaient exploser les tatouages et non l'énergie magnétique. Exactement. Et ce n'était pas nous qui n'avions rien compris. Elle n'a pas été gardée au montage. On peut la faire exploser maintenant? Prêt? Ouais. Une légende urbaine prétend que les imageries par résonance magnétique ou IRM peuvent faire exploser les tatouages réalisés avec des encres contenant de l'oxyde de fer. L'encre peut effectivement réagir à l'aimantation. Les apprentis Mythbusters ont testé plusieurs encres sur Scotty, mais les résultats n'ont pas été fracassants. Non, rien n'a changé. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est l'expérience qu'ils ont tentée à la station de radio locale. On a appris qu'une IRM crée non seulement un champ magnétique, mais émet aussi une fréquence radio, qui est proche de celle de la bande FM. On est donc monté sur le toit de cette station pour tester les ondes hertziennes sur les particules d'oxyde de fer contenues dans l'encre. Il leur fallait donc approcher l'encre de l'émetteur, mais la manœuvre posait problème. On ne devrait pas monter, on risque de s'électrocuter. Plan B, construire un plus petit émetteur dans l'atelier. Celui-ci ne faisait pas 50 000 watts, mais 30. C'était plus sûr. La radio pirate Mythbuster était sur les ondes. Hey Tori, débranche. Comme ça, on verra si c'est normal qu'on n'entende rien pour l'instant sur les ondes. Pourquoi ça ne marche pas là? Non, je n'entends rien. D'accord, je débranche. T'as vu ça? On couvre totalement la fréquence radio. Il va y avoir des auditeurs furieux. Que se passe-t-il? Ensuite, l'encre. On va vérifier la température du liquide témoin et de l'encre. Ensuite, on laissera les deux récipients à côté de l'émetteur pendant une demi-heure, puis on regardera s'il y a une variation. Très bien. Les deux échantillons affichaient une température de 20,5 degrés. Il ne restait plus qu'à émettre. Bienvenue sur Radio Mythbuster. L'encre était-elle chaude? Plus chaude que le liquide témoin? Température? Je commence par l'encre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors? 20,8 degrés.
d'1,7 degré. D'accord. Ils ont augmenté de quelques dixièmes de degré. Qu'en dites-vous? C'est bidon? Bidon. Complètement bidon. Bon, allez, on remballe. Parfois, on va trop loin. Dans certains cas, on nous reproche de franchir la ligne jaune. Comme la fois où on a essayé de détourner de l'électricité? Oui, tu as la cassette? Il y en a au moins 9. Sans doute, voyons voir. Lâche. Lors d'une expérience qui n'a pas été diffusée, les Mythbusters ont testé la légende de l'agriculteur fraudeur. D'après cette légende, un agriculteur avait un câble dans sa grange qui se trouvait à proximité de lignes à haute tension. Et il avait remarqué que du courant passait par ce câble. Il a donc amélioré l'installation en fabriquant une grosse bobine qui produisait de l'électricité pour toute sa maison. D'après cette théorie, le champ électromagnétique sous les lignes à haute tension induirait une production spontanée de courant. Cette légende avait tout pour séduire Jamie, qui adore les plans gratuits. Après 2 heures de route, ils ont trouvé un terrain de jeu idéal pour leur expérience. La distance minimale légale à respecter entre une ligne à haute tension et un bâtiment varie de 3 à 5 mètres selon le type de ligne. Nous sommes à plus de 5 mètres car nous ne savons pas de quel type de ligne il s'agit. Nous réalisons donc cette expérience en toute légalité et en toute sécurité. Nous avons ici environ 900 mètres de câble enroulés sur une bobine qu'on va installer sur ce cadre en PVC qui n'est pas un matériau conducteur. On va ensuite approcher cette installation le plus près possible d'une ligne à haute tension en espérant recueillir du courant dans la bobine. Ça fait une belle sculpture, la représentation de la fraude dans toute sa splendeur, dans un agencement de tubes et de cordes. En plus de la bobine, ils devaient hisser des appareils de mesure électrique pour quantifier la production de courant ainsi qu'une caméra pour filmer ce grand moment. Jamie était prêt? Oui, c'est parti. Ok les gars. Le scénario catastrophe, ce serait que la ligne à haute tension libère une énorme décharge électrique, que la foudre s'abatte sur l'installation, descende le long du câble vidéo et qu'on tombe tous raides morts électrocutés. Jamie, ça va prendre combien de temps? C'est instantané, on peut le redescendre quand on veut. On le redescend alors, j'en ai marre de tenir ce truc. D'accord. Pas d'étincelle, ni d'éclair. On est passé de 2 millivolts au sol à 8 millivolts là-haut. Alors, avec une demi-tonne de câble, on peut peut-être espérer faire marcher ta montre à quartz. Pour produire l'électricité d'une maison, il faudrait des milliers de tonnes de câbles dans d'énormes bobines alignées sous une gigantesque ligne à haute tension. Autant dire que c'est théoriquement possible, mais totalement irréalisable. Et ça peut se révéler dangereux. Alors, s'il vous plaît, ne tentez pas cette expérience. Certaines séquences n'auraient jamais dû passer à l'antenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Adam et Jamie ont voulu offrir aux fans des Mythbusters quelques-uns des meilleurs passages coupés au montage. Et Adam, regarde, Alcatraz est derrière nous. On a fait du chemin, hein? Tu l'as dit. Dans l'évasion d'Alcatraz, une théorie très intéressante a été coupée au montage. Jamie et Adam ont prouvé que les évadés pouvaient gagner les collines de Marine Headlands en traversant la baie de San Francisco. On a réussi! Mais vous ne les avez pas vus tester l'hypothèse selon laquelle les évadés auraient utilisé les marées pour semer la police. Une partie du matériel d'évasion aurait été retrouvée sur le rivage d'Angel Island. Le FBI en a déduit que les criminels avaient accosté sur cette île. Mais Jamie et Adam ont démontré que si les évadés avaient débarqué à Marine Headlands, leur matériel aurait pu être rejeté sur les côtes d'Angel Island à la marée montante. Regarde, ils filent droit sur Angel Island. Vois-tu, ce qui est intéressant, Jamie, c'est qu'ils ont trouvé beaucoup de débris sur la côte ouest d'Angel Island.
Ce qui semble indiquer qu'on a vu juste et qu'ils ont pu laisser le radeau ici. Ils ont pu laisser leur matériel ici pour brouiller les pistes de la police. Ils n'étaient pas idiots. L'instigateur de l'évasion était très intelligent. Je suis content que notre théorie sur l'évasion d'Alcatraz ait été diffusée. Maintenant, les fans peuvent débattre de la question. Ils ont tous les éléments en main. Tant qu'on y est, si on leur donnait l'occasion de discuter de l'expérience du pont qui s'écroule, qu'en dis-tu? Lors de l'expérience du pont qui s'écroule, la première tentative n'avait pas permis d'ébranler la construction. Ils ont donc décidé de réessayer. La première tentative n'a pas été très concluante. Le pont qu'on a choisi était un pont suspendu. Autant dire qu'on a mis la barre très haut, car ce sont des ponts extrêmement flexibles et résistants. Pour le deuxième essai, le pont était beaucoup plus simple. Une pile à chaque extrémité et des tasseaux au centre qu'ils pouvaient enlever ou rajouter selon les besoins de l'expérience. On veut montrer que ce n'est pas une question de poids, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Ce qu'on veut prouver, c'est qu'il est possible d'introduire une fréquence de résonance fatale pour la structure. Mais cette fois-ci, pas question d'utiliser un mannequin. Adam voulait tester lui-même la résistance du pont. En 2 temps 3 mouvements, le nouveau pont a été construit. J'ai la certitude qu'il va s'écrouler. Et croyez-moi, ça va être spectaculaire. Il va se briser net. La seule question, c'est de savoir si on va réussir à produire un effet de résonance harmonique. Ils ont installé 10 tasseaux pour soutenir le tablier, mais il fallait vérifier que le pont était assez solide pour supporter le poids de Adam. Tu peux entonner une marche militaire en même temps? Après vérification, le test pouvait commencer. Adam devait produire de légères vibrations qui fassent entrer le pont en résonance. Adam, tes pieds ne doivent pas quitter le sol. Pas de saut. Pas d'impact. Pas de saut. D'accord. Là, t'es au maximum. Tes talons décollent du sol. Ça ressemble plus à un saut qu'à un léger rebond. Je suis d'accord. Il est temps de le démonter. D'accord. Enlevons un tasseau. Celui-ci devrait s'enlever assez facilement. C'était le début d'un jeu à mi-chemin entre le Mikado géant et la roulette russe. Enlève-en encore un. On va voir ce que ça donne. Il restait 8 tasseaux. Pas de doute, ça vibre plus. Pour ne plus exercer de pression supplémentaire sur le pont, Adam se contentait de fléchir légèrement les genoux sans exagérer le mouvement. T'es au maximum. Tes pieds commencent à décoller du sol. Oui, on n'est vraiment pas loin. Enlève-en encore un. D'accord. Oh, Jesus. Ça suffit, Adam. Bon, Jimmy, je marche au pas? Vas-y. C'est solide, un pont. Tu sautes. Je sais. Stop. Arrête. La vache. Il ne restait plus que 5 tasseaux, mais le pont tenait toujours. C'est bon. Arrête. C'est incroyable. Plus que 4 tasseaux. Je marche sur des œufs. Tu sautes, là. Non, je n'y arrive pas. Incroyable. Plus que 3 tasseaux. S'ils supportent mon poids, je vous garantis que je brise ce pont. C'est bon. Prêt? C'est parti. Eh ben, c'est pas trop tôt.
Adam, cette expérience est une réussite, car le pont soutenait ton poids à l'arrêt, sans problème. Oui. Dès que tu as commencé à remuer, il s'est écroulé. Il avait atteint le point de rupture. Et ce qui s'est passé ici peut très bien se produire sur un vrai pont. Oui. Tu peux m'aider à redescendre? Parce que je ne touche pas le sol, là. Tu ne veux pas te balancer un peu? Souvent, nos expériences soulèvent de nouvelles interrogations. On tente d'y répondre quand on a le temps, mais il n'est pas toujours possible de tout diffuser. Oui, comme la fois où les apprentis Mythbusters ont réussi à faire décoller une fillette du sol avec des ballons de baudruche. On leur avait alors demandé à quelle altitude elle aurait pu monter. Les apprentis Mythbusters ont testé la légende hollywoodienne selon laquelle un enfant se serait envolé, emporté par des ballons gonflés à l'hélium. C'est possible, à condition d'avoir 3500 ballons à portée de main. Regardez! Pour savoir à quelle altitude la fillette aurait pu s'élever, ils ont sorti leur fidèle chambre à vide. Je dirais 900 mètres dans ces eaux-là. J'allais dire 600 mètres. Je coupe la poire en deux, 750 mètres. D'accord, Au moins 9000 mètres. d'accord. C'est parti. En créant du vide à l'intérieur de la chambre, ils ont reproduit la pression atmosphérique en altitude. Mais elle devait être hermétiquement fermée. Carrie, quelle est la devise de la maison? Avec une bonne lubrification, on y arrive toujours. C'est bien. C'est bon. Tu crois? C'est parti. Super. 900 mètres. 1200 mètres. D'accord, 1500. On était loin du compte. carrément. J'ai vérifié. Et d'après mes calculs, cette plaque en plexiglas de 5 cm d'épaisseur devrait résister. 3300. Mais mieux vaut être prudent. Alors comme la pression ne cesse d'augmenter, je vous recommande de vous éloigner. D'accord. 3900 mètres. Regardez la taille du ballon. 5500, 5800. 5800. Je crois que Jamie avait raison. On était loin du compte. T'aurais dû miser de l'argent, Jamie. Je n'aime pas les paris. 7000. Il a explosé à 7000 mètres. L'estimation de Jamie était la plus proche, mais l'expérience présentait une faille. Il fait froid en altitude. Ils ont donc renouvelé l'expérience en ajoutant de la neige carbonique. À 7600 mètres, on arrête. La température est de moins 10 degrés. 7600 mètres. C'est froid. Il va commencer à perdre de l'altitude. Vous voulez descendre à combien? C'est réglé. Le ballon a atteint 7600 mètres avant d'exploser. Les Mythbusters avaient donc la réponse à leur question. Va falloir dire à notre puce de 4 ans que c'est un bon moyen de fuguer. Dans l'épisode sur les boissons gazeuses, Jamie et Adam ont voulu vérifier plusieurs légendes. Le cola peut-il enlever les taches de sang? Dissoudre la viande? Polir le chrome? Faire reluire les pièces de monnaie? Ou gâter les dents? Mais il y a une expérience à laquelle vous avez échappé. Voici la plus célèbre marque de détergent pour cuvette WC. Je vais essayer de laver les toilettes et le lavabo. Il s'agissait de vérifier la légende selon laquelle le cola serait un détergent. Pouvait-il être plus efficace qu'un produit nettoyant traditionnel? Je ne savais pas que c'était si amusant. Ce nettoyant pour sanitaire est vraiment efficace. Nettoyer la salle de bain m'a pris 3 minutes montre en main. J'imagine qu'avec le cola, ce sera plus long parce qu'il faudra ensuite enlever les traces laissées par la boisson. Pendant que Jamie discute à côté, je vais lui préparer la salle de bain. Suivez-moi. Oui, mesdames et messieurs, c'est bien de l'huile de vidange. De quoi réjouir Jamie. Bon, j'espère que je vais réussir à me laver les mains. Si je mettais du cola? Allez.
On va le chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'huile. Amuse-toi bien. T'aurais quand même pu me demander avant de faire ça. Parce que si ça se trouve, ça ne part même pas avec un détergent traditionnel. Si, j'ai testé. Ça part très bien. D'accord. Jamie a essayé de nettoyer la salle de bain au cola. Mais le résultat laissait à désirer. Qu'à cela ne tienne, Adam avait un bon détergent. Bon, le cola ne sert à rien. Alors maintenant, tu bouges tes fesses et tu nettoies parce que merci, mais très peu pour moi. Aucun humour. J'espère que ça va marcher. Je risque d'en avoir pour un petit moment. La vache. J'ai peut-être eu la main lourde. Non, si peu. Tout se passe bien. Tu t'amuses bien? Allez, ciao. Beaucoup de gens se plaignent d'un manque de rigueur dans cette émission. Ils doivent avoir l'impression qu'on ne tente nos expériences qu'une ou deux fois. Alors qu'en réalité, on les répète autant que faire se peut. Mais il est impossible de tout diffuser. Combien de fois a-t-on fait l'expérience du portefeuille en peau d'anguille? Environ 500 fois. Les Mythbusters ont démontré qu'une anguille électrique ne pouvait pas démagnétiser une carte de crédit. Oh, elle a mordu la carte. Heureusement, je n'ai rien senti. Un portefeuille en peau d'anguille non plus, car il ne contenait pas assez d'énergie électromagnétique. Restait à savoir à partir de quelle intensité un champ magnétique pouvait démagnétiser une carte. Celle-là marche. Ils ont testé tout un tas d'objets, des pinces à billets au combiné de téléphone en passant par un électroaimant géant. C'est bon. 800 gosses, t'es fou! Mais faute de temps, nous n'avons pas pu tout diffuser, d'autant qu'ils ont testé des centaines d'objets différents. Non. Nous n'avons pas eu le temps non plus de vous montrer les jouets préférés de Jamie, de minuscules aimants en néodyme, une terre rare. Mais ne vous fiez pas à leur petite taille. Regardez ça, c'est un poids de 11 kilos. Ces aimants sont très puissants. Voici qui fait 22 kilos. 33 kilos. C'est le point de rupture. Ça fait 11 kilos par aimant. Fais gaffe, c'est puissant. Et voici un tour de magie. Je voulais vous montrer ce tour. Tu peux le faire sur le bras aussi. Je vais essayer avec cet aimant. Un aimant aussi puissant peut-il démagnétiser une carte bancaire? Passe là. Je vais la passer dans la machine pour voir si ça a marché. Oui. Il n'y a plus rien sur cette carte. Bingo! Oui. Ce qui prouve, comme chacun le sait déjà, que les gros aimants endommagent les cartes de crédit. Mais comme il n'arrivait pas à obtenir une mesure précise de la puissance de l'aimant, cette séquence n'a pas été diffusée. Il y a un tas de cassettes ici, Jamie. Oui, elles contiennent toutes ces petites expériences et anecdotes qui sont rattachées au sujet principal, mais ne sont pas assez importantes pour faire l'objet d'une émission entière. Exact. Comme on veut quand même en garder une trace, on les filme, mais aujourd'hui, on va s'en débarrasser. Une bonne fois pour toutes. Oui. Génial. 3, 2, 1... Les Mythbusters ont démontré qu'utiliser trop d'insecticides en aérosol à l'intérieur d'une maison n'était vraiment pas une bonne idée. Jamie et Adam savaient que l'expérience marcherait car ils l'avaient testée à maintes reprises dans une maison miniature. 3, 2, 1. Mais faute de temps, nous n'avions pas pu diffuser toutes leurs expériences.
Je me souviens avoir entendu des histoires de granges explosant à cause de brins de paille en suspension dans l'air. En atteignant une certaine densité, ils peuvent s'enflammer et faire exploser un bâtiment. Idem avec de la sciure de bois dans un chantier de charpente ou la farine dans un moulin. Oui, j'ai entendu dire qu'autrefois, des moulins explosaient. Il paraît aussi qu'à partir d'un certain taux de concentration, des fumées artificielles peuvent s'enflammer. On devrait commencer par faire des tests dans notre maison miniature. Oui. Dans l'émission, vous les aviez vus réaliser plusieurs fois la même expérience, avec de la farine, une machine à fumer et de la sciure de bois. Ils avaient commencé par la farine. Attention, mise à feu numéro 1. C'est parti. Mise à feu numéro 2. Ça sent le pain chaud. Oui. Alerte dans la fabrique de raviolis locale. Je ne sais plus quoi faire pour que ça prenne feu. C'est un problème de densité. Ne pouvant reproduire l'explosion du moulin, ils sont passés à la machine à fumer. C'est de l'huile minérale. Elle est chauffée puis mise légèrement sous pression. Je ne vois pas comment ça pourrait s'enflammer, mais je me trompe souvent. Là encore, ils ont tout fait pour provoquer l'explosion. Ok, bon. Allume gaz 1. D'accord. La flamme maintenant. Si ça ne marche pas, là, c'est râpé. Oui. Un brouillard de machine à brouillard. Ce n'est pas inflammable. Non, mais c'est sympa à regarder. Dernière expérience, la sciure de bois. Je me suis retrouvé dans des situations où ce risque d'explosion a pu m'inquiéter. Dans les scieries, l'air est saturé de sciure de bois. Et je crois comprendre ce qui pourrait se produire. Pareil pour l'allumage? Pareil. Les particules devaient être séparées par une distance précise pour que la flamme puisse se propager. Une partie de la sciure s'est enflammée, mais il y a eu un petit éclair. Ça n'a pas l'air de vouloir se propager. Enfin, une expérience légèrement réussie. Très légèrement, mais pas suffisamment pour être diffusée. Ça prouve le bien fondé de la théorie, car ça a tout de même brûlé. Dans l'ascenseur de la mort, Jamie et Adam ont passé une après-midi en compagnie de Les, expert en ascenseur. Selon lui, sauter en l'air dans la cabine ne vous sauverait pas la vie en cas de chute, mais les Mythbusters avaient d'autres questions à lui poser. Les, il paraît que si on appuie plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur, il arrive plus vite. Est-ce que c'est vrai? Absolument pas. Mais c'est dans la nature humaine. Vous avez déjà vu quelqu'un se coincer la tête dans la porte ou être décapité? Je ne pense pas qu'il soit possible d'être décapité par des portes d'ascenseur. Pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre 0 G en sautant dans un ascenseur pendant qu'il descend? Je ne pense pas. On peut avoir cette sensation au niveau du ventre dans un ascenseur très rapide au moment du démarrage, mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre 0 G dans un ascenseur en marche. On devrait appeler Michael Jordan. Il a une détente incroyable. Pour l'expérience consistant à uriner sur des rails, Jamie et Adam se sont rendus dans un musée du chemin de fer. Ils en ont profité pour tester la légende qui prétend qu'on peut faire dérailler un train en laissant une pièce sur la voie. Ils ont accepté de se prêter à l'expérience. À mon avis, ils ne pensent pas que ça va faire dérailler le train. Moi non plus. T'as vu ça? La vache, c'est brûlant. La légende n'a pas été détruite, mais aplatie comme une crêpe. Ce qui n'a guère étonné le mécanicien Rob Goodson.
Une pièce peut-elle faire dérailler un train? Certainement pas. À moins qu'elle soit dans l'œil du mécanicien. Très drôle. On ne peut pas s'attaquer aux grandes légendes urbaines comme on le fait, sans découvrir une vingtaine d'autres petites légendes. Mais impossible de tout diffuser. Oui, et puis il y a ce tiraillement constant entre la science et le divertissement. C'est dur de décider ce qu'on va garder au montage. Comme ça, au moins, les fans verront le travail de préparation qu'on fait pour réaliser des expériences qui ne sont pas toujours diffusées. Tu as déjà allumé le bûcher? C'est plus fort que moi!